prévenu, Gis? Non, j'ai prévenu pas grand monde, mais bon, il y a des gens qui nous suivent, un petit peu. Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes live, il y a déjà beaucoup de messages dans le chat. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission 100% WNBA. La WNBA arrive sur TBA, nous ne faisons pas que les garçons, les filles aussi ont le droit à leur émission hebdomadaire, nous espérons. Et pour cette première, nous accueillons des guests de qualité, toujours, on ne fait pas dans la demi-mesure. Nous accueillons, bon, pour les gens le connaissent déjà sur les émissions, sur le Playoff Talk, Benjamin, qui est là avec nous. Comment ça va, Salut Benjamin? tout le monde. Ça va bien, aujourd'hui c'est pas moi la star donc je suis un peu déçu mais c'est toujours plaisir d'être là en live et puis pour le coup une émission WNBA ça fait du bien, ça change et il y a des choses, dont il faut parler là. En effet. Et pour t'accompagner, du coup, en tant que suiveur de la WNBA, nous accueillons Shai Mamou de Swish Swish, du coup. Comment ça va, Shai? Salut les s beh, ça va très bien. Ouais. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Pas trop intimidé, pas trop. Non, ça va. Je connais bien les personnes présentes, ça devrait bien se passer, ça va. Hop, voilà, le quatrième, Ghislain Clément, pour terminer un peu cette équipe de choc. Ghislain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ben voilà, on va parler un petit peu de W, ça va faire du bien. Puis comme l'a dit Shai, hein, on se connaît déjà un petit peu tous, donc ça va le faire tranquillement. Oui, voilà, exactement. Là, il y a Mara Capucin, bonjour dans le chat. Eh ben, bonjour Mara. N'hésite pas à follow si tu l'as pas déjà fait. Le marketeur de base, tu sais. Mais du coup, pour cette première émission WNBA, on voulait pas non plus trop rentrer dans le vif du sujet directement sur de l'actualité parce qu'il y a forcément des gens qui nous suivent et qui sont peut-être sur ce stream mais qui ne connaissent pas euh, trop le fonctionnement de la WNBA et qui le voient par rapport aux principales actualités. Euh, alors les gars, je vais vous laisser prendre la parole parce que moi aussi, je suis comme les autres, je suis un peu néophyte en WNBA. Pourquoi vous avez commencé à suivre la WNBA? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? N'hésitez pas, voilà, à nous dire pourquoi vous avez une affection particulière envers la WNBA. Ouais, bah, je pense que Ghislain devrait commencer vu que c'est un peu le pionnier presque, en France de la WNBA au niveau suiveur. Vous trouvez personne qui regarde autant les matchs et qui est autant dans l'analyse et la connaissance donc à toi l'honneur, Gis. Donc bah oui, oui, moi je suis le basket féminin de façon générale en fait depuis assez longtemps, hein. J'ai commencé au début des années 90 par le basket français et puis naturellement je suis arrivé en fait par le basket américain. En fait, c'est les JO d'Atlanta en 96 avec Lisa Leslie, tout ça en fait. Et donc du coup, bah, je suis arrivé naturellement. À l'époque, il n'y avait pas de ligue, hein, parce que la ligue W est créée en 97. Il y avait l'IBL avant, hein, qui était voilà une ligue qui a duré 2 années en fait, après qui a été migrée vers la W. Et puis bah, je suis arrivé petit à petit, alors avec les moyens de l'époque. Hein, qu'à l'époque, pour voir des matchs, à part par le satellite, trouver des chaînes américaines où il y avait des morceaux de matchs qui étaient diffusés. Et puis bah, petit à petit, bah, après ça s'est un petit peu plus démocratisé. On a trouvé des moyens en fait de suivre un petit peu plus. Donc effectivement, je suis un petit peu la ligue depuis les origines, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Bah, Ah, Shai ou Benjamin, je vous laisse enchaîner. bah, Bah, je vais laisser Chad y aller, hein, on laisse les experts plutôt, bah, moi, en fait, j'y suis venu un peu comme je suis venu au basket masculin en NBA, au milieu des années 90. J'avais des cousins plus âgés qui regardaient la NBA, qui m'ont fait suivre ça. Donc, après, j'ai un peu comme Ghislain, mais moi, c'était plus les JO 2000. Notre petit écart d'âge fait que c'était plus les JO 2000 pour moi. Mais j'ai toujours, voilà, j'ai toujours accroché énormément avec les équipes de France. Euh, et le basket américain chez les filles, j'ai toujours suivi plus ou moins de loin. Après, j'ai travaillé et je travaille toujours chez Rivers et Basket Session sur le basket masculin, mais j'aime le style de jeu est différent chez les filles, les enjeux sont différents, il y a des questions sociétales, des questions très différentes un peu de ce qu'on retrouve, à la fois similaires, à la fois très différentes de ce qu'on retrouve chez les gars. Et c'est un peu un basket sous une forme plus pure, on va dire. Je sais pas si le terme est bon, mais il y a moins de, j'allais dire moins de drama et l'attention médiatique étant inférieure, bah,
on se concentre plus sur le basket et sur l'intérêt de le développer. Et il y a plein de choses super à retrouver, autant en WNBA qu'ailleurs d'ailleurs, hein, sur le basket de sélection et sur le basket français, européen. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'y travaille chez Swish Swish et c'est un plaisir de suivre ça au quotidien. Moi, ça fait beaucoup, beaucoup moins de temps que je suis la WNBA parce que j'ai commencé à suivre le basket, assez tardivement. Mais, je pense que ça va être en 2018 peut-être, quand, la saison NBA s'est arrêtée, il fallait bien que je fasse quelque chose et quand tu aimes le basket, le bon basket, de toute façon, si tu tombes sur un match de WNBA, très vite, tu vas accrocher parce que voilà, pourquoi on regarde la NBA? Pourquoi on regarde l'Euroleague? Parce qu'on aime le basket. Donc c'est pour ça que je regarde la WNBA et c'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont, différentes de celles de la NBA, qui portent des messages différents. C'est un jeu qui est, effectivement, plus tactique, peut-être, plus axé sur d'autres choses que notamment, bah, l'athlétisme des joueurs parce qu'il est moins présent et ça apporte, un jeu différent, sûrement moi je considère ça plus intelligent en fait comme jeu et donc ça fait plaisir de voir un peu de variété et puis voilà, c'est du haut niveau, c'est super, ça se passe, après la saison NBA donc c'est le bon timing pour moi donc voilà, j'ai pas de raison de pas regarder la saison de WNBA. Ouais, je pense qu'on peut ajouter aussi que enfin, il y a que 12 équipes, donc c'est des saisons, très Ouais, courtes, compactes, avec une facile à densi suivre. une voilà, une densité de talent qui est très qui est supérieure, en fait, à celle de la NBA dans le sens où il y a pas on va pas voir beaucoup d'équipes qui vont tanker, qui vont, bazarder des saisons entières, ça arrive, mais globalement, voilà, tu as une ligue où tu as les meilleures joueuses du monde, qui sont regroupées et le niveau des rencontres est excellent. Ouais, du coup, les gars, il y a déjà des gros débats hein, dans le chat entre Tamika Catchings et Diana Taurasi en tant que GOAT de la WNBA. Donc, ça va déchaîner les passions. Mais du coup, vous l'avez un peu déjà introduit, le fait des 12 équipes. Euh, on va commencer par présenter un peu ce que c'est la WNBA, son fonctionnement. Euh, 12 équipes, du coup, Atlanta Dream, Chicago Skies, Connecticut Sun, Dallas Wings, Indiana Fever, Las Vegas Aces, Los Angeles Sparks, Minnesota Lynx, New York Liberty, Phoenix Mercury, Seattle Storm et Washington Mystics. Est-ce que je suis bon là-dessus? Il me semble, OK. je pas le compte exactement mais je crois que tu as oublié personne. Du coup, voilà, pour ceux qui sont avec nous, là, on va... Hop là, ça s'affiche à l'écran, justement, les 12 équipes. Et du coup, vous, dans les équipes à suivre un peu, vous nous avez parlé d'Atlanta et d'Indiana. Alors du coup, les gars, pourquoi suivre un peu plus attentivement Atlanta et Indiana cette saison? Alors, je pense que c'était Gis qui avait suggéré, Atlanta Indiana. Alors c'est parce que c'est 2 équipes un peu, je parlais d'équipes qui tankaient pas, en WNBA, c'est un peu des équipes qui sont dans cette approche de reconstruction avec beaucoup de jeunes joueuses. C'est une approche qui est pas si fréquente en WNBA, hein, parce que, ça mise beaucoup sur le star system avec des joueuses très fortes, des fenêtres de tir très courtes pour gagner des titres. Et là, on a des joueuses, des effectifs avec des joueuses très, très jeunes, des franchises qui sont mine de rien historiques. Indiana était très populaire il y a quelques années, notamment parce qu'il y avait Tamika Catchings, que beaucoup considèrent comme peut-être la GOAT. Mais bon, depuis qu'elle est plus là, la franchise a clairement régressé. Et Atlanta, c'est une franchise qui a fait parler d'elle récemment parce que les joueuses ont renversé la propriétaire qui était une politicienne très très conservatrice, une politicienne américaine qui avait des positions complètement aux antipodes des valeurs que défend la ligue et les joueuses en général. Et donc les joueuses ont réussi, plus ou moins à contraindre cette propriétaire à partir, à vendre la franchise et du coup ça a été racheté notamment par une ancienne joueuse de la ligue, Renée Montgomery. Donc c'est un système un peu nouveau. C'est des équipes comme Atlanta qui font que le pouvoir est un peu en train de revenir aux joueuses et c'est quelque chose de très notable. Très, très bien. Du coup, Gis, quelque chose à ajouter ou Shai a Ah, en été fait, complet là-dessus? non, mais il a été relativement complet, comme d'habitude. Mais non, non, en fait, on en avait parlé de les noter, c'est parce que c'est vrai que ces deux équipes, où, voilà, comme le disait Shai, en fait, qui sont très très jeunes et sur les dernières années, qui présentaient pas beaucoup de garanties jeu. Hein, en fait, c'était assez pauvre. Hein. Enfin, surtout Indiana d'ailleurs. Hein, sur les deux dernières saisons, ça a été relativement très très catastrophique en termes de jeu.
Et là, en fait, ce qu'on voit depuis le début de saison, même s'il y a très très peu de matchs, en fait, on recommence à revoir du jeu. Donc certes, elles ont beaucoup drafté cette année. Elles ont plutôt bien drafté d'ailleurs, par rapport aux autres années aussi, où il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on a, voilà, on a des jeunes joueuses qui jouent, alors que sur les dernières années, il y avait vraiment une décision du front office, on ne savait pas trop. Elle faisait jouer des anciennes qui étaient un peu sur le retour. Au final, ça perdait des matchs, mais sans développer les jeunes. Donc on comprenait pas trop où le front office voulait arriver. Et en fait, on a eu la surprise cette année. D'ailleurs, nous, on a fait quelques previews sur Swiss Wish où on les a mis plutôt en bas de la ligue, puisqu'on était resté là-dessus. Et là, sur les premiers matchs, Atlanta a déjà gagné 2 matchs et Indiana en a gagné un. Et c'est vraiment prometteur, en tout cas en termes de jeu. Bah, si Après, vous ça voulez, reste ouais. encore très très jeune. Si vous voulez des équivalents, enfin un équivalent en NBA, ça pourrait être OKC qui mise beaucoup sur des jeunes Voilà. le genre d'équipe sur lesquelles c'est bien de se positionner maintenant pour pouvoir dire j'étais là au départ, parce que peut-être qu'elles Mmh. vont drafter des joueuses générationnelles dans les années qui viennent. Qui Peut-être vont arriver. voilà, le grand public commence à connaître un peu les Paige Bakers et des joueuses comme ça qui seront draftées bientôt. Bah, c'est probablement une de ces équipes-là qui va récupérer une de ces joueuses-là. Donc c'est bien d'être là au départ du projet. Ouais, c'est des bons projets, quoi. C'est ça, Ouais. c'est des C'est projets ça, c'est pas les prometteurs. équipes. Voilà, si vous voulez une équipe qui va gagner le titre cette année ou dans les 2 3 ans, faut pas aller du côté d'Indiana ou d'Atlanta par contre. Bah, Benjamin, du coup, quelque chose à rajouter là-dessus ou... Parce que justement, après, on peut parler des équipes à suivre un peu favorites pour le titre dès que tu finis. Bah, moi, personnellement, les équipes que je suis, c'est plutôt effectivement les équipes qui sont parties pour, le titre. Parce que même si effectivement, faut que j'observe un peu le terrain pour savoir, où Paige Bueckers va atterrir, parce que i j'en ai besoin. Mais, ouais, c'est clair que, voilà, aimant le beau basket, là, pour le coup, ça commence bien. Mais, c'est vrai qu'on se concentre plutôt sur des équipes comme, le Sky, par exemple, qui vient de prendre le titre de WNBA, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Après, en saison régulière, ils y vont doucement. Mais, typiquement le Sun du Connecticut, c'est une équipe qui a tendance à en saison régulière, qui a fait l'année dernière une saison régulière juste immense et qui a tendance à tout donner en saison régulière. Du coup, c'est une des équipes à suivre si on veut vraiment s'initier à la WNBA parce que, il y a, un fond de jeu qui est vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres équipes, hein, je pense que vu qu'on a 12 équipes, en fait, les places en play-off sont extrêmement disputées et cette année, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'équipes qui mériteraient d'arriver en play-off. Et là, avec le début du Dream et du Fever, limite 12 en fait. Peut-être le Lynx du coup qui est sorti de la course, rapidement. Mais, c'est une ligue super compétitive, donc toutes les équipes sont à suivre. Après, ouais, tu as des contenders, on va en parler plus en détail, qui sont, sur le papier au-dessus des autres. Je pense, aux Mystics qui ont super bien commencé leur saison et qui font des choses de super avec, des retours tonitruants de double MVP et cetera. Hem, mais franchement, c'est les 12 équipes là qui apparaissent à l'écran, c'est les 12 équipes à suivre, c'est tout. Regardez-les toutes. Ouais, du coup, Mm. il y a plusieurs personnes qui disent que t'as très bon goût, Benjamin. Il y a Bobby Magic, Nico, comme ça, qui disent que tu supportes la bonne équipe, on va dire. Bah, je suis rentré dans le wagon moi aussi, hein. Je suis arrivé, tard en WNBA. L'équipe qui gagnait, c'était le Storm. Moi, je suis fan du Storm, donc c'est facile. J'ai fait le choix de la facilité. Moi, quand je suis arrivé, je me suis pas dit: «Je prends le Dream, le Fever, une équipe qui va, où je peux dire j'étais là au début». Non, moi, je suis obligé de dire: «Je suis un bandwagonner de fou et je n'ai pas de personnalité». Je suis un fan des Warriors, c'est l'équivalent NBA. Mais ça reste une valeur sûre. Enfin, je veux dire, c'est une franchise qui est extrêmement C'est bien clair. gérée, il y a des joueuses emblématiques. Voilà, il y a tout. Puis voilà, avec le départ des Sonics, enfin le fait qu'il n'y ait plus les Sonics, c'est une ville qui donne beaucoup d'attention et de passion à l'équipe féminine. C'est pas le cas dans toutes les villes. Donc c'est plutôt un bon choix. Certes, ça peut être le choix facile. On se dit, il y a des joueuses que tout le monde connaît, les Sue Bird, Brianna Stewart, etc. Mais effectivement, c'est un choix solide. Si vous commencez la WNBA maintenant, vous serez pas trop déçu normalement avec Seattle. Ouais, et puis là, juste pour French Wolf fan, du coup, qui s'occupe aussi de Chicago Sky, qui part au taf dans 5 minutes parler du Sky, au cas où il y aura toujours le replay sur la chaîne YouTube à partir de demain, je pense. Donc tu pourras rattraper ton retard. Tout va bien là-dessus. Mais oui, je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez sur le fait de bande wagonnée et tout ça. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu normal. À partir du moment où tu t'intéresses à un sport, à une ligue, que tu te prennes d'affection pour l'équipe qui gagne et qui, par conséquent, joue le mieux normalement dans la logique du sport. Donc, j'ai toujours trouvé ça normal.
Après, Il y a d'être d'autres, intéressé. il y a d'autres approches. Moi, je Il y a, sais qu'en voilà, il y a deux NBA, écoles de pensée. Ouais. j'avais un peu l'approche. Moi, j'étais fan d'Orlando quand j'étais petit parce que quand j'ai commencé à suivre, voilà, c'était l'équipe qui montait et que j'espérais voir battre. Enfin, bon, les Bulls ont été compétitifs que l'année d'après, mais c'était voilà, j'aimais bien l'équipe montante qui était un peu contre la tendance générale. Ouais, Oui, puis c'est clair que c'est plus cool de pouvoir dire, «J'étais là day C'est one, ça. j'étais là quand c'était rien», Ouais. donc Enzo qui suit les Pistons par exemple, ça lui donne un petit style parce que c'est un mec endurant quoi. Alors que c'est vrai que quand tu Non, mais arrives, il y tu a des suis, c'est un peu moins prestigieux quoi, mais bon. C'est vrai que c'est il y a compréhensible. il y a aussi des passerelles qui peuvent exister par rapport à la NBA, hein. Il y a Ouais. aussi des gens qui viennent par rapport aux franchises, hein, soit historiques, voilà, soit, effectivement, il y a des liens, hein, puis il y a des franchises qui ont aussi déménagé en W, hein, de ville en ville, hein. Donc, du coup, effectivement, par exemple, le Connecticut Sun, à la base, c'était Orlando, en fait, donc, Ouais. le Miracle. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi des liens, des fois, de fans d'Orlando qui vont, bah, en s'intéressant à la ligue, se dire: «Ah, bah, tiens, il y a eu une franchise à Orlando, c'est cette franchise-là, donc, San Antonio on y va, Avec quoi». Las Vegas aussi. San Antonio avec Las Ouais. Vegas, et cetera. Donc c'est vrai que ça il y a des passerelles comme ça, hein. D'ailleurs, il y avait des personnes aussi qui avaient fait des petits, vous pouvez trouver ça sur Twitter, hein, des petites passerelles NBA, W, en fait, pour trouver la bonne équipe qu'on supporte par rapport entre la NBA et la W. C'est assez marrant à voir, en fait. Et du coup, bah, pour passer justement à un peu, voilà, à préciser un peu le propos, on a parlé des 12 équipes de WNBA. Passons maintenant aux équipes un peu favorites. Et là encore, vous en avez choisi trois du coup: Connecticut Sun, les Seattle Storm et les Chicago Sky. Pareil, en quelques mots, un peu pourquoi ce choix en fait, tout simplement. Alors après, justement, comme vous pouvez le voir, en outsider, il y avait aussi les Mystics et les Aces de Las Vegas. Donc, Je sais pas comme vous voulez, alors les gars. pourquoi, voilà, exactement. Ah, Bah, Ghislain, vas-y, hein, sinon. pour Seattle, Ouais, non, bah, en fait, bon, sur le papier, là, bon, pour le moment, encore une fois, en termes de jeu, hein, c'est encore un petit peu court, hein. Il y a eu les équipes ont joué 3 matchs, 2 matchs, voire des équipes qui en ont joué qu'un seul. Mais bon, sur le papier, quand on voit les rosters, bon, c'est vrai que le Sky, le Storm et effectivement le Sun, sont les 3 équipes, voilà, avec les rosters les plus complets, les plus forts, en fait, hein, ce qu'on peut se dire. Après, bon, déjà le Storm, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, c'est une équipe qui est compétitive tous les ans, hein, parce que quand on a, Sue Bird dans l'équipe, Brianna Stewart, qui est absolument une machine à gagner, qui a absolument tout gagné en NCAA, en Europe, et en WNBA. Bon, déjà, on est concurrent pratiquement tous les ans. Le Sky, cette année, qui est effectivement le vainqueur de l'année dernière et qui a aussi fait un gros, gros, gros recrutement en signant Emma Messman notamment, et en faisant revenir toutes ces joueuses pratiquement de l'année dernière, enfin toutes en tout cas les meilleures joueuses de l'équipe, puisqu'on se posait la question à la free agency si elles arriveraient à faire rentrer tout le monde dans le salary cap. Donc il y a eu quelques joueuses de banc qui ont été, ou titulaires qui ont été sacrifiées un petit peu, mais elles ont quand même repris le gros noyau dur de l'année dernière et puis ajouté Emma Messman à ça, hein, donc qui est voilà, joueuse belge, qui est certainement l'une des meilleures joueuses européennes, si ce n'est la meilleure joueuse européenne actuelle. Et ils ont aussi, enfin, même si elle n'est pas là encore pour le moment, ils ont eu la bonne idée aussi de faire signer Julie Allemand, donc qui est certainement pareil une des meilleures meneuses européennes, qui va certainement arriver après la saison en Ligue féminine, hein, dès qu'elle va se terminer. Et puis pour le Sun, bah voilà, le Sun c'est pareil, hein, c'est depuis 2018, c'est l'équipe la plus constante en termes de résultats. Alors malheureusement qui n'a pas gagné, mais alors en 2019 ça fait finale, en 2020 demi-finale, l'année dernière finale. Voilà, c'est une machine de guerre avec des joueuses comme Jonquel Jones, Alyssa Thomas, donc qui sont monstrueuses, hein. Donc le Sun, enfin, les gens qui aiment les équipes avec, avec un ADN très défensif, avec un jeu assez académique, et en même temps un cheat code comme Jonquel Jones, parce que pareil, pour essayer peut-être de garder une analogie NBA, même si, enfin, je sais que Gis non plus aime pas spécialement trop les analogies, enfin, j'aime pas trop les analogies forcément, c'est pas toujours pertinent de comparer un joueur et une joueuse, c'est pas. Mais Jonquel Jones, voilà, il y a un peu de Kevin Durant sur la capacité à shooter au-dessus de tout le monde si elle a envie, à être ultra complète. Et l'OL Le Sun, moi c'est une équipe pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur
Il y a 2-3 ans, ça a commencé parce que, voilà, équipe très dure, très intense, qui a des joueuses, avec un peu tous les profils, mais qui a du mal à passer cette dernière marche et à gagner. C'est peut-être pour cette année d'ailleurs, on verra. Mais, pour les 3, ouais, pour les 3 que tu as évoqués, c'est 3 équipes avec des styles différents, mais dont on n'imagine pas qu'elles vont pas aller très loin, quoi. Ouais, c'est vraiment les typiques outsiders qui peuvent faire quelque chose, mais qui sont peut-être, enfin, qui sont peut-être pas armés, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais pour vraiment aller concurrencer les trois favoris, quoi. Bah, pour Connecticut, bah, en tout cas, enfin, pour les 3 favoris, on parlait de Chicago, il y a un truc qu'il faut dire historiquement dans la WNBA, c'est que c'est extrêmement dur de gagner 2 fois de suite. Avec 2 Je sais fois. ça c'est arrivé que 2 fois, donc Mmh. chaque année, en fait, les équipes se renforcent, tellement bien et c'est tellement dur de gagner un titre, ça paraît simple, parce qu'il y a que 12 équipes, on se dit: «Bah, l'équipe qui a le plus de talent ou la meilleure joueuse, théorique, bah, va faire le doublé», mais même Seattle, qui a une armada tous les ans, arrive pas à gagner 2 fois de suite. Il y a que Minnesota avec la dynastie qu'avait le Minnesota il y a quelques années qui l'avait fait et les Ah Sparks, non, je pas dis 2 si je dis fois. pas de Non, bêtises. non, 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 Ah pas 2 fois de non, les suite. Lynx l'ont pas fait de suite, ouais, c'est les Non, non, Sparks. c'est les Ouais, Comets au Comets, départ de la Exactement. ligue, ouais, et puis, les Sparks, les mais Sparks, pareil au voilà. début de la ligue, ça doit être 2002-2003, je crois les Sparks. Mais c'est un autre OK. argument, je trouve, pour inciter les gens à regarder, c'est que, il y a c'est l'incertitude tous les ans, il y a pas d'équipe, dynastique, comme on dit, qui va remporter, quoi qu'il arrive, les 4 prochains titres ou il y a une telle densité de talent que c'est hyper, il y a beaucoup de suspense. Ouais, c'est ça, il y a Et puis French en Et Bouche. là plus, les dessus French... playoffs se jouent pas en BO7. Ça, c'est un point important, ouais, c'est que les playoffs, l'année dernière, c'était encore différent, mais là, cette année, c'est du BO3, puis du BO5 et du coup, très vite, peut y avoir un retournement de situation et aucune équipe est vraiment en sécurité et si on prend l'exemple de Storm typiquement, qui est assez dépendant de ses stars, l'année dernière, bah, voilà, il y a eu une blessure de Stewart et ça leur a coûté, Ouais, leur chance, d'aller au titre. Donc tout peut arriver et hem c'est pour ça aussi, ouais, qu'il faut suivre la saison. Puis comme on disait déjà tout à l'heure, il y a 12 équipes, il y en a 8 qui vont en play-off quand même. Donc 8 équipes qui vont en play-off, c'est, la majorité de la ligue, quoi. Donc typiquement, c'est vraiment la saison régulière, elle est déjà bien, elle est intense et cetera. Mais en plus, quand tu arrives en play-off, tu retrouves beaucoup d'équipes par rapport au nombre total et qui peuvent, renverser la situation à tout moment. Donc il y a pas de raison de faire l'impasse, sur la compétition parce qu'elle est juste énorme, en fait. Ouais, c'est peut-être ouais et plus jusqu'à homogène l'année jusqu'à que la NBA, quoi. ah ouais. ouais, clairement, clairement. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait même des barrages, en one shot comme là on a avec le play-in tournament en NBA. Là, ça a changé, le format a changé. Maintenant, c'est vraiment, 1 contre 8, 2 contre 7 et au meilleur des 3 matchs sur le premier tour et ensuite au meilleur des 5. Mais oui, il y a il enfin et le fait qu'il y ait peu de matchs en saison régulière, fait qu'il y a pas de match, balancé, où une équipe va mettre tout le monde au repos. Ça, c'est extrêmement rare parce que tous les matchs sont importants pour se qualifier pour avoir le meilleur classement possible en saison régulière pour les playoffs. Ouais, c'est ça, un Bobby Ce qui est Magic aussi qui important dit tout le monde peut battre tout le monde. C'est vrai que. Et Ouais. puis mmh, on nous a ouais, confirmé ouais, aussi, hein, que le dernier back-to-back, c'était 2002. voilà. Et c'est, ce qui est important aussi là-dessus sur la densité, en fait, faut en parler aussi, mais c'est parce qu'en fait, donc il y a 12 équipes, hein, donc normalement c'est 12 joueuses par effectif. Souvent maintenant on se rend compte qu'il y en a plus que 11, hein, puisque les équipes ont aussi souvent des problèmes de salary cap, hein. Ouais. Le salary cap est pas immense en WNBA, et donc du coup, en gros ça fait, 120-130 joueuses. Donc et dans ces 120-130 joueuses, faut ajouter les meilleures joueuses américaines, mais aussi certaines des meilleures joueuses européennes. Donc globalement, on se rend compte que la densité, elle est immense. Il y a très très peu de place en WNBA. Donc il n'y a pas de place en fait pour des joueurs, pour des joueuses pardon, qui ont voilà, qui sont un petit peu en dessous, etc. Ouais. Et qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les championnats européens parce qu'elles n'ont pas de solution en fait dans cette ligue parce que c'est vraiment voilà, excellence, excellence, excellence. Et on le voit souvent dans les drafts, hein, d'ailleurs. Bon, ça, on en Mmh. parlera peut-être, mais à part quand il y a 3 ou 4 talents générationnels qui ont tout de suite de la place. Mais là, cette année, si on fait le tour sur les 3 tours, sur les 36 joueuses, il y a quoi? Il en reste quoi? 5-6 là, Ouais, seulement dans quelque les chose comme effectifs? ça. Ouais, c'est ça. Et avec quoi? À part 2 là, avec des temps de jeu, relativement, très, très faibles. Ouais. Donc Il y a un côté, il y a un côté, prestige à jouer en WNBA pour les joueuses aussi parce que mmh pour les mh. meilleures joueuses du monde parce que, les gens savent peut-être pas, les gens se doutent, hein, je pense que les salaires ont absolument rien à voir avec l'NBA parce qu'il y a pas les mêmes sommes, qui sont Mmh. investies. Mais, pour vous donner une idée, le salaire maximum en WNBA, c'est 228 000 $ par an. C'est-à-dire que c'est même pas la moitié de ce que touche un joueur du bout du banc, au minimum vétéran,
en NBA. Du Ouais. coup, les meilleures joueuses du monde, elles ont juste à faire 2-3 mois ailleurs en Europe, en Turquie ou en Russie, même si ça va être moins le cas maintenant a priori, pour gagner le triple de ce qu'elles touchent sur l'ensemble de la saison. Donc il y a la notion de prestige aussi qui est intéressante et ce côté, c'est un peu les Hunger Games avec toutes les meilleures joueuses du C'est monde ça. qui se rassemblent et c'est ce qui rend aussi le truc les saisons hyper excitantes, je trouve. Parce qu'il y a la notion de prestige, elles sont pas obligées d'être là, elles pourraient faire toutes des carrières en Chine ou dans d'autres pays plus exotiques, on va dire. Mais elles viennent parce qu'il y a le prestige de gagner en W et il y a des joueuses européennes qui ont ultra dominé l'Europe pendant des années et qui viennent tenter le challenge juste pour dire voilà, j'ai réussi aux États-Unis parce que dans une carrière, c'est quelque chose de glorieux. Mais du coup, les gars, je vous propose de partir un peu sur le recap de la saison dernière, un peu pour mettre en Hmm. contexte ce qui va arriver justement cette saison, parce elle a commencé il y a à peine une semaine, la saison. Une semaine aujourd'hui, hein, on en parlait en off juste avant le stream. Du coup, cette saison dernière, qui a vu les Chicago Sky être sacrées championnes, euh, si vous deviez nous en faire un peu une image un peu globale, un peu qu'est-ce que vous en retirez de cette saison-là, quels ont été les temps forts, les temps faibles, les déceptions, euh, pour tous ceux qui nous écoutent un peu, et puis bah, aussi sur le chat, hein, donnez votre avis un peu sur la saison dernière si vous l'avez suivi. L'énorme temps fort, je pense quand même, c'est on l'a effleuré, mais c'est le titre du Sky parce que, au-delà du fait que c'est les championnes au final, il y a une histoire énorme derrière parce que mais ça, je pense que quasiment tout le monde en a entendu parler. C'est Candace Parker, qui quitte Los Angeles, qui rejoint le Sky, qui a une histoire un peu compliquée. C'est, une joueuse de top niveau, mais qui s'est un peu fait disrespect finalement et qui vient reprendre sa revanche, sur la compétition et bah, voilà, le titre est énorme, la célébration est énorme. C'était un moment au-delà d'un moment sportif super intéressant. C'était un moment qui émotionnellement était très, très chargé parce qu'on avait presque envie tous de voir cette équipe gagner, même quand on la soutenait pas, parce qu'il y avait une super histoire derrière, quoi. Donc ça, c'était vraiment le gros temps fort de la saison. Après, bon, il y a d'autres histoires, mais on veut partager un peu la balle, je pense. Tu as raison pour Chicago, enfin pour Candace Parker parce que, il y a le côté, parce qu'elle est de Chicago, mais elle a toujours joué à Los Angeles. C'est une des joueuses, je pense, qui parle le plus au grand public et qui suit pas trop la WNBA. Parce que, bah, surtout maintenant qu'elle est consultante à la télé américaine, elle est très reconnaissable et au final, la saison a été ultra compliquée. Ça a pas été du tout un long fleuve tranquille, elles sont à chaque fois passées, ric-rac, en play-off, plus ou moins. Elles étaient pas si attendues que ça au final. Elles ont battu des équipes, dont on estimait qu'elles allaient les battre, et au final, il y a effectivement cette belle histoire, en finale contre Phoenix qui était pas non plus forcément attendue en finale. Mmh. Et puis moi, c'était un peu c'est la première saison après la bulle, puisque la WNBA avait elle aussi joué dans une bulle. Et voilà, il y avait un retour, un peu un retour du public, mais en même temps des incertitudes, au même titre qu'en NBA, hein, les contrôles, les tests positifs au Covid, ça a été très compliqué et c'était déjà, ça a quand même pas mal rythmé la saison, je trouve. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'était, tu en parlais tout à l'heure, Benjamin, moi, je me suis pris d'affection pour Connecticut depuis quelques années et elles ont dominé la saison régulière avec la montée en puissance d'une joueuse qui est bah, On en peut-être parlera. théoriquement l'une des plus dominantes du monde, dont on parlera tout à l'heure, mais qui n'a pas réussi en play-off. Voilà, c'est aussi ça qui m'a marqué l'année Il dernière. y a Mara Capucin aussi qui met dans le chat justement c'était une très belle finale contre Phoenix, même si elle aurait voulu voir Phoenix gagner. Mais, euh, mais apparemment, ouais, que c'était une très belle finale, quoi. Et du coup, toi, Ghislain, ton moment fort un peu de la saison dernière? Bah, effectivement, comme on a parlé, hein, le le gros parcours, en fait, et notamment en play-off, hein, du Chicago Sky, parce que c'est vrai qu'en saison, elles finissent, je sais plus, sixième, non? Cinquième, sixième, sixième peut-être? 4e, je crois, non? Heu, C'est pas ça? 4 peut-être, ouais, elle remonte peut-être un peu à la fin, oui, je sais plus. Mais bon, elle galère un peu, hein, sur toute la saison. Alors en plus, il y a des joueuses blessées, Candace Parker qui se blesse dans la saison, qui revient, on sait pas trop, elle a mal à la cheville, enfin et puis en fait, arrivées en play-off, elles font un premier tour en one shot contre Dallas où franchement, tu te rappelles Shai, on regarde le match ensemble et Ouais. dans le 4e quart-temps, il y a Dallas qui revient, il y a quelques points d'écart, hein, on se dit: «C'est pas possible, elles vont pas passer». Elles arrivent à s'en tirer et après elles, rencontrent le Sun où on se dit: «Non, bon, vu la saison, ça va être, totalement, enfin voilà, elles vont se faire détruire, quoi».
et puis en fait, elles arrivent à passer avec une défense incroyable. Enfin, elles ont fait un travail défensif sur cette série, de fou. Et puis après, bah, le petit clin d'œil, ouais, au fait qu'elle gagne, enfin que Candace Parker retourne gagner dans sa ville natale. Après, comme tu disais, Benjamin, un disrespect des Sparks et notamment de Derek Fisher qui a fait un choix quand même, on peut dire de libérer une joueuse qui, enfin, voilà, c'est une joueuse all-time, hein, Candace Parker, hein. Nous, on a fait récemment en fait nos top 5 all-time par poste, voilà, elle est dedans quoi. Et voilà, donc c'était c'est vraiment un super moment quoi. Et le Sky coaché par un coach qu'on connaît bien en France, James Wade, qui est Oui, en plus, ouais. le mari des Gigi Lawson, Lawson Wade, l'ancien international, et qui a été consultant un temps sur beIN aussi, il me semble. Donc c'était aussi sympa de voir quelqu'un avec qui il y a des attaches et un lien avec la France gagner. Très Voilà. bien les gars. Justement, on en parlait, vous en parliez de cette joueuse-là, justement, trophée de MVP qui a été donné à Jonkel Jones. J'espère que je le dis bien. Vous l'avez déjà un peu comparé à Kevin Durant. La comparaison est frauduleuse ou pas, justement? Non, Mais c'est dur de Voilà. comparer parce que moi, typiquement, la joueuse que je compare à Kevin Durant, c'est plutôt, Stewart parce que, Mmh. c'est des grands joueurs très techniques et puis tu as le parallèle blessure. En fait, il faut se dire que la WNBA, c'est pas la même ligue, qu'elles ont, une histoire différente, un parcours différent des joueurs NBA et elles jouent pas dans les mêmes conditions non plus. Donc, forcément, le niveau de domination, il est comparable parce que c'est, une joueuse, quand tu la vois jouer, tu te dis enfin, ta tête explose, en fait. Tu te dis: «Comment elle peut faire ça, quoi?» Donc ça, c'est comparable à Kevin Durant. Mais sinon, voilà, quoi, elle fait ce qu'elle fait, Kevin Durant fait ce qu'il fait, voilà, chacun son mais truc. c'est marrant parce qu'il y a eu des interactions entre les 2 justement parce que KD disait que par certains aspects, elle lui rappelait, le genre qu'il était. Mais en tout cas, c'est non, elle est pas du tout frauduleuse. C'est peut-être la joueuse avec le potentiel de domination, physique et technique, le plus important, de la planète, je pense, aujourd'hui. C'est pas une américaine, c'est important de le signaler aussi, c'est une bahaméenne, Mais et internationale bosnienne, ça c'est pas bosnienne aussi maintenant. c'est pas banal, c'est pas banal non plus, elle a joué avec la Bosnie, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle joue avec la Bosnie, je crois. Et Ouais, sur les 2 ans, ouais. compétitions, ouais, sur les compétitions, voilà, elle fait des matchs à 45 points où elle est soit pas loin, soit elle arrive à permettre à son équipe de battre des nations, théoriquement plus fortes. MVP, complètement logique, et elle a eu le temps quand même de partir à l'Euro avec la Bosnie, de manquer, quoi, 15 jours et de revenir et de surdominer encore avec des stats et une adresse et toute une panoplie. C'est voilà, c'est une joueuse exceptionnelle. Alors donc pour en dire un mot aussi quand même, donc c'est une poste 5, hein, qui joue maintenant un petit peu plus 4, hein, Ouais. qui fait 1,98 m, hein, donc pour l'équivalent à peu près en garçon, hein, ça ferait du 2,10, 2,15, hein, en proportion, hein, et qui shoot à plus de 45 à 3 points. Donc voilà, qui est, absolument, enfin elle a fait des matchs à plus de 20 rebonds, tout au long de l'année. Pour vous donner une idée, elle part, elle obtient la nationalité bosnienne, puis elle part, faire le championnat d'Europe. Elle qualifie la Bosnie au championnat du monde, alors que la Bosnie n'avait pas fait de championnat du monde depuis, presque 35 ans, je crois, en féminine. Enfin bon, c'est un truc de non, non, Et complète en plus, hein, parce qu'elle est ouais, ouais, elle complète, est souvent dans les meilleurs 5 défensifs et elle joue dans une Mmh. équipe qui a cette identité-là, donc ouais, joueuse aujourd'hui, elle exceptionnelle. fait aujourd'hui, elle fait partie, clairement du top, 5 des meilleures joueuses au monde, hein. Ouais, Il y a même facile. pas de Oui, oui, c'est ça. facile, ouais. Si ce n'est même, actuellement la première place même. Voilà. Du coup, la passerelle est toute trouvée justement pour cette saison qui a commencé depuis à peine une semaine avec les joueuses un peu à suivre. Pareil pour ça, vous nous aviez donné quelques noms quand même pour qu'on se prépare à tout ça. Je vous propose du coup, donc, dans l'ordre que vous nous aviez donné, de commencer par du coup la petite Elena Delle Donne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire du coup sur cette joueuse? Pourquoi on doit la suivre cette saison? Pour ceux qui regardent, vous aviez ses stats de la saison dernière, donc 14 points, 4 rebonds, mais seulement 3 matchs joués en 2021. Pourquoi du coup est-ce que la joueuse des Washington Mystics doit être à suivre cette saison? Elle doit être à suivre, tout le temps depuis qu'elle a commencé à jouer au basket parce que, pour vous donner une idée, c'est la seule joueuse, donc c'est la seule femme à être dans le fameux club des 50-40-90,
au niveau des pourcentages, là où vous retrouvez du Steph Curry, du Steve Nash, Larry Bird, Reggie Miller, voilà, des monstres d'adresse. C'est la seule femme qui a déjà fait une saison en 50, 40, 90. C'est une des joueuses les plus complètes de tous les temps, qui a simplement été freinée par un physique, pas évident à gérer. En fait, elle a la maladie de Lyme, donc elle vit avec, elle est obligée de se soigner. C'est une maladie, si vous la connaissez pas, qui pompe l'énergie, complètement et qui fait qu'elle a été exemptée de la bulle quand il y avait eu la bulle, par exemple, et l'année suivante, elle a essayé de revenir. C'est pour ça qu'elle a joué que 3 matchs en 2021, c'est parce que, elle a eu des problèmes de dos, elle a pas réussi à revenir. On s'est même demandé si on la reverrait un jour. Mais là, cette année, elle revient, progressivement, elle revient déjà très, très bien. C'est une grande, très grande dans un corps de enfin, c'est une arrière dans un corps de grande, en fait. Techniquement, c'est très fort, elle a un shoot, exceptionnel. Sur la ligne, il y a pas mieux, hein, au niveau all-time, c'est la plus à droite, je pense. Deux fois Voilà, MVP joueuse aussi, hein, il me emblématique de semble. la ligue. De ce que j'ai 2 fois regardé là dans mes recherches, deux Deux fois fois MVP. MVP, ouais. Ouais. ouais, et qui a eu un qui a un temps été un peu, qui a eu une étiquette un peu de alors loser, c'est un peu fort, mais à Chicago, elle a joué dans des équipes de très, très haut niveau, mais sans jamais réussir à gagner le titre, et c'est en partant à Washington qu'elle a réussi à gagner le premier titre pour sa legacy, pour rester dans l'histoire. Très bien. Du coup, les gars, quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Shai ou pas du tout? C'est assez exhaustif, hein. J'étais pas là pour la liste, donc je vais découvrir la suite, avec, les gens qui regardent. Mais ouais, clairement, elle est dans le top des joueuses à surveiller. Et puis quand tu reviens de 2 ans de saison blanche et que là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est quelque chose d'ordre de 19 points et 10 rebonds, un truc comme ça, et que tu imposes un tel niveau à ton retour, bah, c'est juste immense, quoi. Et c'est ça, Delle Donné, c'est juste, l'ultime compétitrice. Bah, voilà, c'est ce que disait Shai, c'est une match-up impossible à défendre en fait, hein. C'est une arrière qui fait 1,96 m, hein, comme tu disais Shai, hein, qui a tout en fait, qui a tout en magasin. Donc si on lui met une petite dessus, et ben effectivement, elle va lui tirer sur la tête, elle va lui shooter sur la tête. Et puis si on lui met une grande, en fait, sur la mobilité, et ben elle va la détruire sur le drive, etc. Après, elle va provoquer des fautes. Voilà, je crois que c'est 92% au lancer en carrière, hein. Donc voilà, il me semble même que c'est au-dessus même de Steph Curry, je crois. Parce que j'avais regardé en fait un petit peu. Je crois que garçons et filles confondus, je crois que c'est la joueuse la plus à droite sur la ligne. Donc non, c'est une joueuse incroyable. Puis bon, il y a de l'histoire derrière en plus, hein, avec effectivement sa maladie. Elle a jamais joué en Europe, contrairement aux autres superstars de la ligue, elle a jamais joué en Europe, et très peu finalement avec Team USA, parce qu'elle retourne tout le temps, au Delaware où vit sa famille, ouais, parce qu'elle a sa sœur est lourdement, très lourdement handicapée, et du coup, lorsque les autres joueuses vont en Europe, pour gagner des sous, hein, clairement, heu, Mm. elle reste en famille et elle s'occupe exclusivement de sa sœur. Ouais, puis ça l'a marqué un petit peu aussi, puisque même à la fac, elle devait rejoindre UConn, donc qui est la plus grande université. Elle y a Ouais, été 2 jours, je crois, 2, 3 jours. ouais, et puis elle Et est en partie, fait, ouais. euh, et en fait, elle est revenue pareil dans sa région natale pour s'occuper de sa sœur, etc. Donc elle a aussi un parcours extra Ouais, sportif il y a, il y a un narratif qui est aussi assez très fort. très inspirant. Ouais, voilà, 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 c'est ça. Mais toutes les joueuses, en fait, c'est ça, c'est aussi, Ouais, c'est vrai. voilà, pour revenir rapidement dessus, c'est ce qui est alors elles ont des parcours très différents des mecs, hein, au final, elles ont, quasiment toutes fait, les 4 ans de fac, et puis elles viennent pas, voilà, elles ont très souvent des histoires, pas simples, qui font que leur parcours est au moins aussi intéressant, voire plus intéressant souvent que celui des joueurs, qui est plus linéaire, en fait. Très bien, très bien. Du coup, passons à la deuxième joueuse un peu à suivre. Du coup, elle a un choix qui ne va surprendre personne, je pense. Candace Parker des Chicago Sky. Du coup, les stats de la saison dernière, 13 points, 8 rebonds, 4 assists. Pareil, hein, même question. Je vous laisse rouler un peu sur le rythme là, des descriptions et du pourquoi, du coup, Candace Parker doit être surveillée cette saison. Et là, une des joueuses à suivre. Alors déjà, enfin, si vous me permettez les gars, mais déjà, c'est peut-être en plus sa dernière saison Ouais. qu'on est en train de. Bon, on le sait pas officiellement, mais bon, toutes les déclats, etc. On sent. En plus, ça vient d'avoir un deuxième enfant là, très très récemment. Donc du coup, on se dit bon, voilà, ça sent un petit peu la fin. Et puis bon, c'est une joueuse all-time, hein.
Donc là, quand on parle de joueuse complète, on on y est totalement, hein. Joueuse capable de une grande joueuse, hein, une joueuse à la base intérieure, mais alors qui est capable de monter le ballon, qui est capable de faire, des matchs, des triples doubles, des matchs à plus de 10 passes, de créer, énormément de jeux, hein. C'est franchement balle en main, c'est malgré que c'est pas une meneuse, elle a toutes les caractéristiques en fait de ce poste de jeu et puis il y a toute, effectivement toute l'histoire par rapport à Chicago. Est-ce qu'elles vont arriver à faire aussi le back-to-back? Ce qui c'est quand même incroyable. Donc pour toutes ces raisons, et puis aussi parce que c'est une joueuse importante et notamment pour le grand public, du fait qu'elle a aussi des liens avec la NBA, hein, puisqu'elle elle fait le talk, avec, Avec Barclay, Shaquille O'Neal, Shaq et cetera, quoi. Ou d'ailleurs, elle fait souvent des démonstrations de basket. Alors, elle leur fait exactement des démonstrations de ce qui se passe sur un terrain, d'analyse. Donc, non, non, bah, c'est une joueuse vraiment, vraiment, vraiment mythique, quoi. Il faut C'est absolument la suivre. c'est une joueuse qui a été MVP, rookie de l'année, MVP la même année, qui derrière a eu un enfant et est revenue, au moins aussi forte, quoi. C'est Ouais, il y a Indiana Dreaming du coup qui met top 5 all-time, voire top 3. Vous êtes d'accord avec l'affirmation là? top Bah, top 5, 5, je pense. top 5, ça me semble pas mal, ça se discute, mais ça me semble pas mal. Top 3, je sais Ouais, pas. il Top était 3, je pense pas, mais top 5, elle est en tout cas clairement dans la discussion. Clairement, clairement, clairement. Très bien, du coup Benjamin, quelque chose à ajouter sur Candace? bah, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour et puis on en a déjà parlé, mais c'est aussi une joueuse qui a une énergie, enfin voilà, pour ceux qui aiment un peu l'extra sportif, et le côté un petit peu la personnalité des joueurs, et des joueuses du coup, c'est, quelqu'un qui a tendance à être super positive, à être, qui a des émotions très communicatives et donc voilà, c'est aussi ce type de personne-là et ça donne encore plus envie de la voir jouer au basket parce que quand tu la vois en dehors du terrain, tu vois sa passion pour le basket et son histoire, amusante avec sa fille, qui la suit un peu partout et c'est le type de joueuse que tu peux pas ne pas aimer, quoi. C'est aussi ça. Enfin, tu peux ne pas l'aimer, voilà, si tu étais fan de Los Angeles et que tu as le seum, qu'elle ait pris un titre pendant que tu restes chez toi à pleurer, mais c'est une joueuse qui est difficile de pas aimer quand, voilà, quand tu aimes le basket, quand tu aimes les joueuses passionnées, les joueuses déterminées. Elle a repoussé les limites de son corps à tellement de reprises, en fait, que, voilà, c'est juste pas possible de pas aimer. En tout cas pour moi. Très bien. Bah, du coup, ouais, ça a l'air d'être d'accord aussi hein, dans le chat. Du coup, y a pas d'objection en tout cas à ce que Candace Parker fasse partie de ce top 6. Après, là, c'est un top 6. Il n'y a pas d'ordre précis. Hein, mais du coup, je propose de continuer. Troisième nom qui est revenu un peu dans votre liste, les gars. Donc, à part Benjamin, c'est Sue Bird, du coup, de Seattle. 10 points, 3 rebonds, 5 passes la saison dernière. Pareil, même question, Sue Bird, du coup. Euh, pourquoi Pourquoi cette saison il faut suivre Sue Bird. Ah, pour le fan du Storm que je suis, là, j'ai besoin de c'est une légende. Voilà, c'est pour le coup, on parlait de top 5 et tout, Sue Bird, elle est dans la discussion des all-time greats de la WNBA et un peu dans le même délire, on est quasiment sûr, ça semble vraiment peu probable que ça soit autrement, que c'est sa dernière saison. Déjà la saison dernière, c'était hésitant, il a fallu que les fans, chantent, pour essayer de la motiver et tout. On sait jamais avec ce genre de personne, mais elle est déjà un peu âgée, 42-43, je sais plus exactement. 41, 42, ouais. Ah Elle va sur 41. elle 41, aura 40. Ah va ouais, mmh. je lui donne un peu trop de d'avance, mais c'est, une grande joueuse, un grand leader, bah, c'est le Storm qui est, comme on l'a dit, une sorte de bah, c'est une dynastie quasiment, en fait, hein, et elle est dans une équipe très compétitive qu'il faut absolument suivre aussi. Hem C'est un peu une meneuse, bah, c'est une meneuse gestionnaire qui a un super shoot, qui est rapide. Elle est voilà, c'est pas, c'est un peu flashy comme jeu et surtout c'est du pass first. C'est une joueuse très collective. C'est, une joueuse qui a tendance à toujours trouver une solution qu'on n'attend pas et donc c'est même quand elle vieillit, elle sait se rendre utile sur un terrain de basket. Elle est encore très bonne, pour l'instant, voilà, hein, reste à voir, il reste encore beaucoup de matchs, mais elle est encore très douée malgré son âge avancé et puis voilà quoi, il faut pas manquer la dernière de Sue Bird. Ouais, C'est la meilleure meneuse de tous les temps, tout simplement, en Bah fait. là, largement. C'est la meilleure ça meneuse de tous pleure les beaucoup. temps, Hein.
Ça pleure Ouais. beaucoup dans le chat, hein, pour la dernière saison justement de Sue Bird. Mais Il y a Bobby Magic moi, qui ajoute aussi. je mise pas forcément sur le fait que ce soit sa dernière saison, par contre. Je pense qu'il y a un scénario. Si Seattle est champion, je pense qu'elle se dira que c'est peut-être le bon moment pour partir, de partir sur un titre. Mais elle est dans une forme physique exceptionnelle pour son âge. Elle a pas le poids de l'équipe sur ses épaules. C'est plutôt Brianna Stewart et Jewel Lloyd qui ont le poids offensif de l'équipe. Euh, Sa femme, qui est bien connue des fans de foot, Megan Rapinoe, enfin, elle a toujours dit que elle se calquait plus ou moins sur sa carrière et Rapinoe est pas encore retraité. Je pense que voilà, il y a un scénario où Sue Bird continue parce qu'elle a envie de gagner, parce qu'elle est encore en forme et que l'équipe autour d'elle est encore en forme. Ouais, du coup, il y a Bobby Magic qui avait dit tout paraît simple quand elle a le ballon, et c'est un mélange entre John Stockton et Jason Kidd. Donc les comparaisons sont très flatteuses, hein, pour Sue J'ai du Bird. mal à imaginer le Non, mélange de Stockton et mais Kidd. non, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous regardez jouer, Sue Bird en fait, vous vous posez la question de savoir si elle a fait un mauvais choix dans sa vie Ouais. sur un terrain de basket en fait. Alors bien sûr, elle réussit pas tout, mais il y a aucune prise, aucune mauvaise décision, tout est lu à l'avance. C'est une fille en plus qui est une acharnée de travail, c'est-à-dire qu'à la base, elle n'a pas de capacité physique hors norme, hein. C'est pas une fille qui domine sur son physique, sur son jump. Voilà, elle avait, même au tout début, enfin, bon, moi je l'ai je l'ai vue jouer, vraiment au tout début, même au tir, elle avait pas des capacités de tir, incroyables. C'est une énorme bosseuse et puis qui a tout compris en fait, qui a lu le jeu, et la capacité de lire le jeu, tout en avance et cetera. Enfin c'est, Et enfin on se rend pas compte. elle a un charisme extraordinaire aussi. Voilà, Ça joue, voilà. ça joue avec en fait, on la met souvent en comparaison avec Diana Taurasi, qui est une de ses meilleures amies. Elles ont joué à Yukon ensemble. Elles ont une carrière un peu voilà, parallèle. Elles ont été rivales et en même temps amies. Et Taurasi, c'est un peu le feu et à côté, sous le calme tranquille et un jeu plus calculé et propre, tout en étant flashy, hein. C'est vrai elle a un côté ultra spectaculaire. Même encore maintenant, elle tentera des passes dans le dos, des choses spectaculaires. Oui, moi, c'est une de mes choses préférées de tous les temps. Et je pense que même là, maintenant, même à 41, 42 ans, ça vaut le coup de regarder les matchs où elle. Puis ce qui est dingue, c'est la dynastie parce que en fait, bon là, c'est sa 19e saison, hein, dans la ligue, hein, donc Mm. elle a le record du nombre de matchs, hein. D'ailleurs, elle a dépassé les 550 matchs de saison régulière là cette semaine. Et puis, beh, c'est une fille qui a gagné, au début de sa carrière, puisqu'elle a gagné en 2004-2010, je crois, les 2 titres, si je Ouais, dis pas de bêtises. Et après, elle regagne en fait, elle en regagne 2 autres, donc 2018 et 2020. Donc là, on se rend compte quand même de la longévité, absolument incroyable. Et il y a aussi, hein, quelque chose d'important avec Team USA quand même. Elle fait partie, avec Diana Taurasi, de la seule sportive américaine, en fait, de sport co, à avoir 5 médailles olympiques. ouais. Ce qui quand même, voilà, place un petit peu, Ouais, ça place un athlète, quoi. voilà. Très clairement. On en a déjà un peu parlé du coup de la prochaine. Vous aviez déjà été très élogieux sur son cas. C'est Jonquel Jones, du coup, MVP sortante. 19 points, 11 rebonds, 3 passes l'année dernière. Comme on en a déjà bien parlé, je vais juste essayer de vous mettre un peu on the spot. Est-ce que selon vous, elle peut aller chercher le doublé du MVP? Euh, oui, j'ai un petit doute parce que j'ai l'impression elle va peut-être plus gérer la saison régulière et moins forcer. Si elle peut, oui, évidemment, parce que c'est en théorie peut-être la meilleure joueuse du monde, mais je sais pas, moi je miserais pas sur elle cette année par contre. Un Bobby qui Bah, dit c'est pas oui ma dans le favori chat. non plus, mais elle est dans le top, quoi. C'est vrai que c'est une joueuse, il y a pas trop de raison qu'elle puisse pas le refaire. Mais l'année dernière, quand le Sun avait peut-être l'habitude de faire des matchs de saison régulière, des fois à 7-8 joueuses avec une rotation un peu courte Ouais. et à vraiment tout donner, bah, là, ils vont peut-être un peu se ménager en saison régulière pour essayer de faire des choses en play-off parce que c'est là où, elles ont manqué de réussite jusqu'ici et donc, dans ce contexte-là, elle est pas forcément partie pour faire une campagne de MVP. Après voilà, pour moi, elle est dans le top 3 des candidats avec, Stewart et Wilson, je pense. Il y a Indiana Ouais, c'est Dreaming pareil. qui hésite pas, hein. C'est MVP, MVP des finales et la bague pour elle. Voilà, cette saison, ça rafle tout, hein. Je pense que c'est pareil aussi. Puis il y a des retours aussi là quand même. Il y a Alyssa Thomas qui revient au Sun, qui a été blessée toute l'année dernière pratiquement. Elle est juste revenue pour les playoffs, mais avec un rôle qui était beaucoup moindre, hein, qui est une joueuse
Aussi, incroyable. Enfin, voilà, c'est pour vous donner une idée, elle a joué en République tchèque cette année, elle a fait un quadruple double, hein, au niveau professionnel, hein. Donc voilà, hein, qui remplit un petit peu toutes les lignes statistiques, qui va forcément rediminuer un petit peu l'aspect stat, hein. Et on sait que dans la course au MVP, hein, ça joue beaucoup. Ils ont aussi refait signer, une ancienne, en fait, Courtney Williams, qui risque aussi de reprendre un petit peu de scoring, et cetera. Donc je pense que, comme vous disiez, hein, je pense qu'elle va être peut-être un petit peu moins dominante parce que le besoin, en fait, se fait sans doute un petit peu moins sentir dans cette équipe, vu que l'équipe s'est quand même renforcée. Donc, mais bon, elle est clairement, ça se trouve, elle va nous faire du 25-20 là, et puis puis dans 2 semaines, on va se dire, bon bah si, finalement, Ouais, elle va être on nous MVP de la ligue, précise, quoi. on Donc, nous précise en plus que son quadruple double, c'est en finale, hein, donc oui, 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 c'est pas voilà, c'est n'importe en quelle finale scène de non la plus, ligue quoi. tchèque, quoi. C'est ça. Bah, non, mais le cas d'Alyssa Thomas, un jour, il faudra en parler parce que c'est une fille qui joue sans shooter, en fait. Elle peut pas Voilà. shooter, enfin, physiquement, littéralement, parce qu'elle a les deux épaules, des déchirures aux deux épaules, elle veut pas se faire opérer. Et c'est une machine de guerre, en fait, une Iron Woman qui est tout le temps en mouvement, qui défend à 200 à l'heure, qui attaque à 200 à l'heure, mais qui ne shoot pas. Donc c'est très spécial, c'est vraiment assez incroyable à regarder, tout en elle joue sans shooter tout simplement, mais tout le reste, elle le fait, de façon magnifique, et c'est pour ça qu'elle fait des triples-doubles ou des quadruples-doubles, en Europe. Elle a été élue meilleure joueuse défensive, de l'Euroleague, si je dis pas de bêtises, Gis, tu donc c'était ça. C'est Gabby Williams, Ah non, je crois, c'était qui l'a Gabby eu Williams cette cette année, année. pardon. Oui, oui, bien sûr. Le Mais voilà, joueuse exceptionnelle aussi. C'est aussi parce qu'elle sera là cette année, à plein temps, que je vois pas, Jonquel Jones, peut-être être MVP. Du coup, parlons d'une MVP à une autre, parce que on va parler du coup de celle qui a eu le MVP juste avant. D'ailleurs, Ben, Marvin, ne tarie pas d'éloges sur ton physique dans le chat. Ben, tu es le plus beau selon Marvin. Donc, que du love dans le C'est chat. très gentil, merci. Parlons du coup d'Aja Wilson, des Aces de Las Vegas. 18 points, 9 rebonds, 3 passes l'année dernière. Pareil, du coup, peut-être je sais pas, rédemption dans la course au MVP. Pourquoi il faut la suivre, Aja Wilson? C'est un peu, c'est presque, on pourrait dire que c'est un peu le nouveau visage de la ligue. La ligue aime, je pense, mise sur le fait qu'elle prenne beaucoup de place médiatiquement parce elle a envie d'être médiatiquement exposée, qu'elle a un talent exceptionnel à l'intérieur. Euh, je pense que cette année, oui, c'est plutôt un bon choix de tenter de la mettre MVP parce que elle a plus Liz Cambage à côté, qui est bien connue du grand public, qui est partie à Los Angeles. Du coup, elle sera vraiment option offensive numéro un à 100%. Et puis, oui, c'est une joueuse exceptionnelle. Elle va avoir Becky Hammon comme coach. Ça a déjà commencé et ça se passe très bien. Becky Hammon, que les fans de NBA connaissent bien, parce qu'elle a été assistante de Popovich aux Spurs. Et ouais, voilà, c'est un peu le nouveau visage de la ligue. Elle a quoi? Elle a 3-4 saisons derrière elle, et elle fait déjà partie de l'élite. Un jeu un peu, j'allais dire old school, mais bon, là, elle a un bon shoot à mi-distance et plein de moves très intéressants à l'intérieur. Elle progresse beaucoup en défense. Et puis, elle est tout le temps de bonne humeur, tout le temps. C'est une bonne cliente, quoi, pour les médias aussi. Elle est très en quête d'exposition, elle veut que la ligue se développe et elle veut être au centre du truc, et c'est intéressant à suivre aussi. Ouais, du coup, Puis il y c'est vrai que a. la dernière fois qu'on lui a laissé charge, non, je t'en prie, vas-y. Ah non, il y a juste Mara Capucin qui dit Las Vegas, j'arrive pas à prédire leur saison, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez vite fait avant que Benjamin, tu enchaînes. C'est ça qui est dur. En fait, ça va ensemble, en fait. C'est que la dernière fois que A'ja Wilson a eu autant de responsabilités, c'était dans, bah, du coup, la bubble, l'équivalent de la bulle de la NBA. Et c'est vrai que quand on lui a donné, en fait, vraiment le lead, elle a été juste énorme. Et puis, bah, ça s'est concrétisé par, le trophée de MVP, que j'aurais donné à Brenna Stewart, soit dit en passant. Mais voilà, enfin, elle est capable, en fait, de faire de grandes choses. Et le truc, c'est que quand elle était avec Liz Cambage, c'est plus exactement la même chose, en fait. Et à Las Vegas, c'est vrai il y a beaucoup de questions autour de l'effectif. Il y a beaucoup de réponses à trouver, et puis, bah, avoir une nouvelle coach, même si c'est une grande coach et une grande légende de la WNBA, et voilà, qui est allée à la bonne école, mine de rien, c'est jamais facile pour, commencer en gagnant des matchs.
Donc on n'est pas sûr, en fait, de ce que peut faire les Aces et A'ja Wilson, il va falloir qu'elle prouve à tout le monde qu'elle a que cette saison de calibre MVP, elle peut la faire chaque année si on lui laisse ses responsabilités, à fond. Puis bon, tu as d'autres, problématiques sur d'autres enfin problématiques non, d'autres questions sur d'autres joueuses. Je pense à Plum, par exemple, qui était la meilleure 6e femme, du coup, je sais pas trop, comment traduire ça, Joueuse. mais 6e joueuse, ouais, de l'année, l'année dernière, bah, là, qui va avoir plus de responsabilités et on va voir comment elle assume ça, sur le long terme. Donc il y a plein de questions comme ça, mais A'ja Wilson et ses 6 ont un potentiel de fou. Et ce qui est assez dingue, hein, sur A'ja Wilson, c'est que bon, effectivement, moi je l'aurais donné à Stewie aussi, en 2020, mais elle est déjà MVP et en fait, mais elle a une progression encore qui est mais dingue. En fait, elle a des capacités, bon, très clairement au rebond, chuteuse, hein, comme l'a dit Shai, aussi poste bas, etc. Mais bon, elle doit encore beaucoup progresser en termes de passes, de vision de jeu, lecture de jeu, choix des sélections de tir. Mais en fait, elle est déjà MVP alors qu'on se dit, voilà, elle a même peut-être pas atteint encore la moitié de ce qu'elle pourrait, peut-être faire, hein. C'est peut-être une fille qui va dominer la ligue pendant, enfin, on en reparle dans 10 ans et on se dit, elle est peut-être all time, en fait. Parce que dans les capacités, en tout cas, elle a ça en elle, c'est clair. Après pour les Aces, pour répondre à la question du chat, moi j'avoue que j'étais assez, je me posais beaucoup de questions avant la saison, en fait, parce qu'effectivement, bon, on voit le retour de Becky, qui connaît bien la WNBA pour y avoir joué, et puis c'est une légende de cette ligue. Mais bon, nouvelle coach, elles n'avaient pas fait une free agency très très bonne, parce que du coup, elles n'avaient pas de GM en fait pendant la free agency, donc elles ont perdu Liz Cambage, elles ont perdu Angel McCoughtry, et elles se sont retrouvées sans pratiquement signer personne en fait, hein, à part à la draft en fait où elles ont drafté 2 joueuses, dont une qu'elles ont coupée d'ailleurs. Et du coup en fait on savait pas trop. Et par contre bon, les 3 premiers matchs sont assez en termes de jeu. Plus Becky est arrivée il y a à peu près un mois parce qu'elle était encore avec les Spurs jusqu'à la fin de la saison NBA. Et en un mois, elle a complètement révolutionné le jeu de Bill Laimbeer, hein, qui était coach l'année dernière. Et du coup, ça court dans tous les sens. Il y a un nombre de nombre de possessions jouées. Ça joue les premières intentions, les pick and roll, les shoots en première intention, etc. Kelsey Plum que tu as parlé tout à l'heure, Benjamin, d'ailleurs, qui est en train de prendre une autre dimension là aussi dans l'équipe. Et honnêtement, bon, il y a eu le petit couac là, deuxième mi-temps contre Washington, où elles ont un peu été éteintes, notamment défensivement. Mais franchement, pour une coach, quoi qu'on en dise, Becky Hammon, ça reste une coach rookie, hein. Elle n'a jamais eu de poste euh, titulaire en étant head coach, même si elle a de l'expérience. Révolutionner comme ça, remettre du jeu, moi je suis quand même plutôt optimiste. Alors que je l'étais vraiment. Je me posais beaucoup de questions avant la ligne, avant le début de la saison, mais là, Il y a là un les truc deux. ouais, il y a un truc Ouais, qui est vas-y, Shai. intéressant et notable pour les gens qui suivent pas trop. C'est que quand on regarde l'effectif des Aces, elles ont 3 joueuses qui ont été first pick de draft. Mm. Donc A'ja Wilson, Kelsey Plum et Jackie Young. Donc on en revient au côté densité de talent. Il y a des équipes qui arrivent à bien travailler, à réunir des talents assez forts ou à drafter en conséquence. C'est aussi un parallèle avec la NBA de temps en temps. Il y a des équipes qui se sont construites avec la draft. Et les Aces ont fonctionné comme ça, comme OKC l'a fait en son temps avec les Kevin Durant, Russell Westbrook, Harden. Bah, les Aces, il y a un peu ce côté-là en termes de construction et de talent. Moi, cette saison, je les voyais bien dans tous les cas parce qu'il y a une continuité dans l'effectif. Dans les pronostics qu'on a fait ensemble, je les ai mises troisième de la ligue. C'est un peu plus haut que les pronostics en général. Je pense qu'on les voit plus 5-6. Mais ouais, ouais, je vois avec Becky Hammon, elle a des principes, elle a une expérience énorme et je pense même que ça peut jouer le titre sans aucun problème. Mm. Le leadership aussi, hein. Enfin, voilà, le charisme, on l'a vu Ouais, tout de ouais. suite, hein, dès les premiers matchs au coaching. Bon, on voit que ça moufte pas déjà, hein, sur, sur les joueuses. Et puis c'est voilà, bon, enfin personne va va lui dire quelque chose, quoi. Donc Et dans quelques semaines, enfin, je pense que les Français ont tout intérêt à suivre les 6 parce que oui. il y a de grandes chances qu'Iliana Rupert s'envole pour Las Vegas. Elle a été draftée l'année passée. Il n'y avait pas encore été. Là, a priori, le plan, c'est d'y aller une fois que la saison de Bourges est terminée. Et c'est le plus grand talent français actuel. Gis va pas dire le contraire, lui qui est fan de Bourges et qui assiste au match depuis que je le connais. Il me parle d'Iliana avec les yeux, les yeux qui brillent.
et voilà, Las Vegas, ça va être intéressant ensuite parce qu'elle a vraiment une place à se faire et le talent pour s'imposer en WNBA, comme peu de Françaises avant elle, je pense. Mmh. Très bien les gars, très, très complet, très voilà, long, large travers sur Aja Wilson. On suivra du coup la saison des Aces. Et pour finir, il y a Bobby Magic qui dit: et comme la saison de Bourges finit très rapidement, on la verra vite. Petite pique gratuite. Finissons du coup avec Sabrina Ionescu, dernier nom que vous nous avez suggéré pour ces joueuses à suivre. 12 points, 6 rebonds, 6 assists la saison dernière pour les New York Liberty. Pareil, pour finir, Sabrina Ionescu, pourquoi faut-il la suivre cette saison? Il veut y aller, les gars. Là, il y a quoi dire, non, bah, écoute, c'est comment dire? C'est un talent qu'on annonce à la base, générationnel, Sabrina Ionescu. C'est vraiment, cette joueuse qui sort de la fac et qui était attendue, il y a j'ai du mal à trouver une comparaison parce qu'il y a pas la même hype qu'en NBA, mais c'était une joueuse qui était attendue pour changer, en fait, la WNBA et dans une franchise qui est très hype parce que, bah, déjà, c'est New York, parce qu'elle a une identité assez marquante et qu'il y a un propriétaire qui est Joe Tsai, celui des Nets, qui est prêt à mettre les moyens pour les faire jouer dans des bonnes conditions et pour rendre cette équipe compétitive. Donc il y a vraiment un projet, intéressant et Sabrina Ionescu, c'est vraiment le visage de ce truc-là et en l'occurrence, on l'a pas encore vue, au niveau auquel on l'attend, mais c'est normal parce qu'elle commence en fait en NBA en WNBA et elle a eu des problèmes de santé dans sa première saison et donc là, en fait, on espère, et il y a peu de chances que ça n'arrive pas, en fait, la voir au niveau auquel on l'attendait parce que c'est une joueuse qui est extrêmement complète. On en parlait avec Enzo l'autre jour dans un live. La comparaison qu'on avait trouvée à ce moment-là, c'était Kate Cunningham en termes d'arrivée de talent, en termes de à quel point elle est complète, à quel point elle peut, changer le jeu, toute seule et là, pour le coup, hem, voilà quoi, c'est sa franchise, c'est son bébé, elle tient potentiellement l'avenir de la WNBA entre ses mains, donc on a envie de la regarder pour ça et elle a des antécédents super intéressants que bon, bah, je vais peut-être, laisser les autres le raconter, mais elle a déjà une histoire qui est folle, déjà des accomplissements, qui sont fous, qui font qu'on se dit qu'elle est capable de tout faire, en fait, dans cette ligue. Elle a battu le record de triple-double de Magic Johnson en basket universitaire. Alors, faut pas toujours comparer, encore une fois, tu vas le répéter, on va pas comparer garçons et filles parce que c'est pas toujours pertinent, c'est même rarement pertinent. Mais ça dit quand même quelque chose, hein, avec la fac d'Oregon, des triples-doubles en pagaille. Elle n'a pas pu aller au bout de sa mission là-bas parce que le Covid, donc sa dernière saison a été annulée. Mais ouais, tu as raison sur le côté New York parce que, c'est une ville qui voilà, on l'apprend à personne, qui respire le basket, mais qui est en même temps sevrée, d'émotions et d'adrénaline, chez les garçons depuis tellement longtemps que plus personne s'en souvient et chez les filles, il y a, c'est un peu elle a un peu le côté, c'est le Messi qui va ramener New York sur le devant de la scène. Parce qu'en WNBA non plus, New York a jamais gagné de titre WNBA, bien que ce soit une des franchises historiques. Il y a eu des belles saisons, mais jamais de victoire. Et elle a le profil de jeu, elle a un jeu spectaculaire. Il y a Elle est Nico capable qui de. dit, elle va battre le record de nombre, enfin le nombre de triple-double sur une saison à l'aise. Ouais, Oui, sans aucun ouais, souci. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Sans futur aucun Hall of souci. Famer aussi, talent générationnel, donc ouais, Voilà. Mais alors vraiment ça, faut faire vrai attention hype. parce que voilà, il y a le côté physique qu'on évoquait tout à l'heure. Au bout de 2 matchs et demi, elle s'est fracassé la cheville sur sa première saison. Et l'année dernière, elle a repris un peu tôt et du coup, il y a eu quelques trous d'air qu'elle a elle-même reconnus. Donc il y a cet aspect physique auquel il faut faire attention. Mais sur le talent, oui, on s'attend à une saison de niveau All-Star et à ce qu'elle contribue à qualifier New York pour les playoffs à nouveau, en y étant plus compétitif que l'année dernière parce qu'elle s'était sortie rapidement. En fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'année dernière, bon, il y a eu effectivement des petits couacs physiques. Mais en fait, par rapport aux stats que tu annonçais au début, si on reprend les stats, en fait, il y a 3 joueuses dans l'histoire de la ligue qui ont fini à plus de 10 points, plus de 6 passes et plus de 6 rebonds lors de leur première saison, en fait. Donc c'est Ouais, assez c'est dingue quand historique, même ouais. de se dire qu'elle a encore une marge incroyable parce que il y a des fois, on la voit sur le terrain, honnêtement, bon là, le premier match qu'elle a fait contre le Connecticut Sun d'ailleurs, où elle fait gagner le match, bah, elle toute seule, hein, c'est clair, elle met 25 points, elle doit en mettre, 9 dans le dernier quart-temps, 14 dans le deuxième, je crois. Enfin bon, au moment où
où en fait l'équipe en a le plus besoin, elle se réveille, elle prend les décisions et puis, mais c'est une usine à basket, en fait. Pareil, hein, quand on parlait, tout à l'heure de Sue Bird, alors j'aime pas trop faire des comparaisons, mais elle a une capacité, en fait, ce qui est fort, c'est qu'elle a une capacité à lire le jeu comme une joueuse comme ça et aussi d'avoir un jeu beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, «un peu plus moderne», c'est-à-dire être capable, de step back, de choses comme ça et honnêtement, enfin, moi je suis très, très optimiste, hein. Je pense qu'on va la voir très, très haut. On sait que les Américains se posent beaucoup, beaucoup de questions autour d'elle aussi, hein. Ils sont plus sceptiques, je pense qu'on a une meilleure enfin, nous, on a une vision plus positive en France, en tout cas. Mais c'est, vu ce qu'elle a fait en plus en université et cetera, je j'ai du mal à croire que ça clique pas, quoi. Très bien les gars. Donc on a fait le tour un peu des 6 noms que vous nous aviez suggérés. Et pour terminer un peu sur cette saison à venir, il y a quand même un nom qui revient dans l'actualité de WNBA, mais qui ne jouera pas cette saison, enfin pas pour l'instant en tout cas, c'est celui de Brittney Griner, encore détenue en Russie. Du coup, Benjamin, je te laisse faire le point sur la situation un peu sur Brittney et sa détention. Bah, concrètement, du coup, de base, elle joue là-bas, en fait. Elle était là-bas pour des raisons professionnelles et elle s'est fait surprendre avec, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une quantité de drogue douce, assez, C'est du cannabis C'était de l'hui sous forme d'huile. ouais, ouais, c'est c'était de ça. l'huile de cannabis pour vapoter, en fait. Mmh. Ouais, c'était ça, c'était mais voilà, c'était super anecdotique, par exemple, tu trouves un joueur NBA avec ça aux États-Unis, le mec, il a 0 problème ni rien, enfin voilà, c'est la vie. Et et en gros, depuis le mois de février, elle est détenue vraiment par la Russie et les États-Unis ont qualifié cette détention de, abusive. La WNBA se mobilise, massivement pour faire parler du cas de Brittney Griner. Il y a ses initiales et son numéro qui sont sur toutes les, touches de la WNBA. C'est vraiment le truc dont on parle tous et aujourd'hui, il y a une actu qui est assez terrible, c'est que, ça fait déjà un moment qu'on attend, bah, évidemment sa libération et puis son procès aussi parce que, pour l'instant, elle est en détention provisoire et sa détention provisoire a encore été allongée d'un mois. Donc elle y est depuis février et là, elle va rester au moins jusqu'à mi-juin, derrière les barreaux et je vous laisse imaginer si un joueur NBA, heu, un top joueur en plus, Brittney Griner, c'est pas n'importe qui, c'est une énorme joueuse, elle est excellente. Si un top joueur NBA se retrouvait derrière les barreaux en Russie, je vous laisse imaginer un petit peu, ce que ça provoquerait chez les gens et là, c'est l'équivalent. C'est vraiment ce truc de, on a une top athlète derrière les barreaux en Russie, on veut qu'elle sorte et elle est détenue dans des conditions complètement abusives, accusée de trafic de drogue pour avoir eu du coup, bah, de l'huile, de cannabis pour poser sur elle. Ça n'a pas de sens. C'est horrible pour elle et du coup, on est obligé d'avoir une énorme compassion pour elle. Bah, malheureusement, il y a une question de timing et Ouais. de différence de législation qui enfin, tout ça fait que c'est plus compliqué malheureusement qu'effectivement nous et même pour elle en fait, elle joue à Phoenix en Arizona Où c'est légal, ouais, où c'est légal, ouais. c'est légal Mmh. et du coup elle utilise ce traitement-là parce qu'elle a eu des problèmes d'anxiété. Elle a toujours géré ça avec, en vapotant et avec du cannabis, thérapeutique. Sauf que du coup en retournant en Russie, en provenance de Phoenix, elle s'est effectivement, fait prendre avec ça dans ses valises. Mais c'est le contexte en fait qui est catastrophique. C'est parce que, Mmh. voilà, on connaît la situation, enfin la Russie, la guerre en Ukraine, le conflit, diplomatique entre les États-Unis et la Russie. Malheureusement, même indirectement, elle sert un peu, c'est un peu un pion, c'est un pion de guerre, hein, faut le dire les choses comme elles sont. Et il faut dire aussi qu'elle, avec ce qu'elle a fait, même si nous, ça nous paraît complètement anodin, en Russie, elle risque 10 ans de prison, en fait. C'est pour ça qu'il y a procès et que c'est pas juste, on la détient pour emmerder les Américains et du coup, elle risque jusqu'à 10 ans de prison et du coup, ça au début, c'était très, bah, la les proches de Griner et la WNBA demandaient beaucoup de discrétion et qu'il y ait pas de campagne, pour qu'on la fasse libérer, de dire que c'était un scandale parce que ça négociait, discrètement. Ils ont vu que ça marchait pas, donc voilà, le gouvernement est un peu monté au créneau pour, en qualifiant, comme tu le disais tout à l'heure, la détention d'abusive. Mais ça va pas forcément faire fléchir les Russes parce que, c'est un pion de guerre tout simplement et donc il y a peut-être le procès va peut-être, avoir lieu dans un mois et voilà, c'est l'inconnu total parce qu'on connaît mal, le système judiciaire russe. On sait pas, il y a pas vraiment d'équivalent, il y a d'autres prisonniers qui ont été libérés, pour des faits qui pouvaient sembler plus
plus grave à nos yeux, encore une fois, hein, parce que les cultures sont différentes. Donc, mais c'est terrible parce que comme tu disais, c'est une superstar, qui en plus a des soucis, un passif au niveau, santé mentale qui est pas évident. Donc c'est tout ça, et aussi le fait que, c'est une femme noire, lesbienne, dans un pays qui est extrêmement en retard sur la thématique LGBT et Ouais, c'est ça qui favorise que pas forcément les je voulais en parler de voilà. ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce facteur-là qui rentre en compte dans sa détention et dans son traitement aussi, en plus du fait Alors d'être, comme tu dis, je un pion de je guerre, quoi. je sais pas parce que on sait rien de ses conditions de détention, donc on peut que espérer que que tout ce qu'on a évoqué, ne joue pas en sa défaveur. C'est juste que, les voilà, faut l'imaginer, enfin, faut l'imaginer en prison dans ces conditions, avec, d'autres détenus, oui, c'est un peu angoissant parce que la Russie a pas montré une exemplarité, totale, là-dessus au niveau question d'égalité, donc on peut qu'espérer que ça se termine bien. Mmh. Du coup, Ghislain, Benjamin, un peu des choses à rajouter sur ce sujet ou on a été complet En là-dessus? vrai, rien, hein, juste, on peut Non, je juste tous pense pas. prier pour Brittney Griner, c'est tout ce qu'on peut faire, on espère, mais advienne que pourra. Elle Là, on bon, sent quand même que elle a là, ouais. on sent quand même qu'il y a une vraie campagne, même dans la ligue, hein, qui a été Mmh. lancée, hein. Toutes les joueuses, là, le tweet, enfin, il y a des tweets de Breanna Stewart elle tweet tous les jours, en fait, fait Mmh. 42 jours, 43 jours, et cetera. Bon, est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va mettre un peu de pression? Bon, de toute façon, il est même maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'elle rentre, hein, c'est ça le plus important. De toute façon, il est très clair qu'on la verra pas jouer cette année. Enfin, moi, je vois pas comment c'est possible. Même si elle rentrait demain, Ouais. vu Mmh. l'état, psychologique et puis physique, dans lequel elle doit être, ça paraît totalement, enfin, c'est pas le plus important de toute façon, Mmh. de façon générale, quoi. On espère tous qu'elle va rentrer et puis que En qu'on NBA, pourra la en NBA aussi, ça commence vraiment à se mobiliser, ouais, ouais, ouais. et c'était pas de la mauvaise volonté, encore une fois, les consignes Ouais, étaient assez c'était claires, mmh, les mmh. consignes de la famille des diplomates américains qui sont en train de négocier, c'était plutôt de garder ça discrètement pour l'instant, et pas de pas lancer de grandes campagnes. Donc là, peut-être que ça va changer, justement, si les Russes continuent de repousser, le jugement et le procès, ça va peut-être s'accélérer. Voilà. Ouais, le fait d'être médiatisé va peut-être un peu aussi mettre de la lumière sur cette affaire-là et peut-être pousser aussi à accélérer les négociations ou ouais, mettre un peu de pression du côté russe, quoi. Euh, bon, très bien les gars. Pour finir, du coup, est-ce que vous avez un dernier mot sur la saison à venir, sur déjà les matchs de la... Il y a des matchs cette nuit ou c'est quoi les prochains matchs là? Oui. Ah, il Alors, doit y avoir un Dallas-Washington, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas le calendrier en tête, mais Ouais, d'ailleurs, je les matchs, on pour peut info, pour ceux qui nous regardent et qui ont les matchs sont diffusés sur quelle plateforme du coup? alors c'est ce que j'allais dire justement, alors, c'est il y ouais, a on va un peut-être League en parler de Pass ça. qui, voilà, bon, c'est un League Pass, qui est beaucoup moins cher que le League Pass de la NBA. Et surtout, enfin moi ce que je veux mettre en avant, c'est, maintenant la diffusion elle se fait aussi sur Amazon Prime. Donc, par exemple, moi de base, j'ai pas le League Pass de WNBA. Par contre, j'ai Prime de base et typiquement le, Storm contre, Mercury qui était, l'autre soir était dispo en live et en replay sur Prime. Donc si vous avez Prime, il y a pas enfin vous pouvez aller facilement dessus, taper WNBA dans la barre de recherche et regarder, c'est super facile. Et beIN Sport diffuse un match par semaine aussi Voilà, à partir de voilà. cette saison. Parfois en direct, parfois en replay, mais pas mal de fois en direct. Je crois que cette année, ils ont mis l'accent là-dessus. Et oui, le League Pass, là en ce moment, bon, ils ont un peu changé de formule. Bon, les gens critiquent un peu le fait que y ait quelques petits bugs, mais ça reste quand même très très bien pour suivre, honnêtement. Et puis, ouais, c'est pas comme en NBA, il y a pas de nuit avec 12 matchs. Mmh. Enfin, c'est pas rare qu'avec Gis, on enchaîne 2 ou 3 matchs parce que ça c'est fluide, ça se fait bien. Les matchs sont plus courts aussi, ça reste un avantage quand on est habitué à la NBA ou avec les coupures, entre les coupures pub, les temps morts constants, le fait que les cartons soient plus longs, voilà, ça se suit très bien. Donc c'est aussi là, on peut aussi dire ça pour les gens qui voudraient s'intéresser, c'est que c'est beaucoup moins chronophage et en même temps, c'est très dense en talent, en qualité, en spectacle. Voilà, si on aime le basket, il faut absolument se pencher dessus, je pense. Ouais, Puis c'est il ce y a que jamais Non, que bah, 36 matchs par équipe, donc ça se suit bien aussi. La saison, elle est pas indigeste, Exactement. 82 matchs, c'est beaucoup en NBA. Ouais. ouais, ouais, c'est ce puis que disait ça Bobby reste aussi, peu hein, cher, hein.
Si t'aimes le basket, tu prends le League Pass de la WNBA et c'est tout. Ah ouais, c'est ce Ouais. que tu disais, Shai. C'est 25 $ l'année, hein, le League Pass, hein, donc pour la saison entière, hein. Donc bon, ça Ouais. reste avec C'est- match en replay, etc. possible en plus, hein, donc Je crois c'est que tu vraiment comme un League Pass. as pas la finale, je crois, de la Commissioner's Cup qui est que sur Ouais, Prime, il me semble. voilà, ouais, qu'est-ce que sur Prime en fait. Mais par contre, les matchs sont disponibles. Alors, les matchs qui sont sur Prime sont diffusés en direct sur Prime. Par contre, ils sont disponibles 2 heures après en replay sur le League Pass en Ouais, fait. Donc, même les gens qui n'ont pas d'abonnement Prime peuvent les voir en fait. Et l'avantage du League Pass aussi, c'est qu'il y a aussi tous les matchs disponibles à partir de la saison 2015, quand ils ont lancé le League Pass en fait. Donc, vous pouvez aussi regarder en replay, revoir les finales 2017, 2018, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique, notamment pour les gens qui découvrent, puis qui veulent s'intéresser un petit peu, revoir quelques matchs, ou revoir quelques légendes qui ont peut-être pu arrêter aussi. Ouais, Donc, pour se faire une C'était culture, hein, tout simplement. tout à fait, c'était tout à fait, tout à fait. une semaine d'essai, donc prenez votre semaine d'essai, allez voir quelques matchs, tapez-vous des Mm. finales, un match en direct et normalement, si tout se passe bien, vous tombez amoureux, vous prenez, le League Pass à l'année, quoi. Ouais, exactement, c'est ce que dit Dams aussi dans le chat. En clair, vive la WNBA. Bah, c'est vrai, hein, vive la WNBA qui mérite peut-être un peu plus d'exposition. Et du coup, on essaiera de suivre ça chaque semaine, le vendredi à 20h. Que ce soit avec vous, l'équipe, et puis peut-être avec d'autres intervenants, d'autres invités. Mais la WNBA a commencé et on va la suivre avec attention sur TBA. Un petit mot de la fin, les gars, avant de terminer ce stream. Benjamin, tiens, je te laisse commencer. On terminera par nos invités. Écoutez, après la saison WNBA, allez voir la saison NCAA et Paige Bueckers, c'est les 2 ont un lien, c'est tout ce que je dirais. Ghislain, Shai. Ouais, disons que moi je vais rester un peu pareil aussi, hein, c'est que en fait le basket féminin ça dure toute l'année parce que là on parle beaucoup de W, mais en fait il y a effectivement la saison NCAA qui est hyper intéressante à voir en fait, puisque c'est aussi les futurs talents qui arrivent en WNBA. Puis il y a les saisons européennes aussi, hein. Moi je m'intéresse beaucoup au basket féminin, je le défends énormément. Et voilà, que les gens qui aiment le basket aujourd'hui, c'est important de regarder le basket féminin. On en parlait au début, hein, en entame, hein, c'est beaucoup plus collectif, beaucoup moins basé sur l'individualité, sur le talent propre que de ce qu'on peut voir, hein, en NBA, hein, où après c'est des excellents joueurs, hein. Mais collectivement, honnêtement et tactiquement, si vous aimez le basket de base, il faut absolument que vous regardiez du basket féminin. C'est tactiquement et collectivement, c'est au-dessus, mais au-dessus, au-dessus, au-dessus de beaucoup, beaucoup, beaucoup de basket masculin. Ouais, Très clairement. comme dit Dame aussi, l'Euroleague avec 2 MVP françaises en finale d'une compétition européenne. Donc, ouais, le basket féminin tend à se démocratiser et tant mieux si on peut apporter une médiatisation ou voilà, un petit boost de reconnaissance en tout cas. Et du coup, Shai, pour terminer. alors moi ce serait moins enfin, c'est un peu moins sur le côté sportif, mais comme j'en ai parlé un petit peu au début, moi c'est les aussi les à côté qui m'intéressent beaucoup parce qu'il y a des enjeux de société, que ce soit aux États-Unis ou même en France. C'est des filles qui sont hyper engagées, qui gagnent moins d'argent pour le faire. Donc évidemment, elles demandent pas à être payées, de la même manière que les hommes aux États-Unis. Elles ont jamais demandé ça, contrairement à ce que peuvent dire des trolls sur internet. Elles veulent juste être rémunérées, par rapport à leur niveau. C'est les meilleures athlètes du monde qui défendent des causes extrêmement importantes qui peuvent pas forcément être défendues, du côté masculin, en termes d'équité, sur les droits LGBT, forcément, parce que c'est une ligue où c'est une thématique très importante. La maternité, voilà, il y a plein de joueuses qui ont eu ces problèmes-là durant leur carrière, qui n'ont pas pu être joueuse et maman. Il y a voilà, plein de choses autour, plein d'histoires personnelles aussi, indépendamment de ces causes-là, qui sont ultra intéressantes. Des joueuses françaises aussi qui, on l'espère, vont venir ou revenir, françaises ou francophones, parce qu'on a aussi des Belges amis de la France qui sont souvent dans la ligue. Voilà, et puis pour reprendre ce que mes camarades disaient, juste au niveau du jeu, c'est tellement intéressant et tellement différent. C'est un autre style de basket qui a la même valeur, et qui mérite d'être exposé au moins de la même manière que la NBA. Bah, c'est parfait, les gars. Des magnifiques mots de la fin pour promouvoir le basket féminin.
Merci d'être venu pour cette première, super première. Rien que moi, novice, du coup, ça m'a donné envie vraiment de m'y pencher et de suivre la saison qui vient de commencer. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, sur le live aussi. Merci d'avoir participé. On espère, là, comme dit Bobby, qui nous dit merci pour ce live, vive la WNBA, vive le Sun aussi. Mais voilà, on espère que ça vous a plu, on espère que vous reviendrez aussi sur ces lives parce qu'on essaiera tant que possible de suivre chaque semaine, que ce soit l'actualité, des petites chroniques, voilà, comme on a découpé un peu ce soir. Et puis en attendant la prochaine, voilà, il y a Dame qui est. Et ce soir sur YouTube, il y a du basket féminin gratuit. Comme ça, dans la lancée de ce live, pourquoi pas aller déjà regarder du basket féminin. Et puis les gars, en attendant la prochaine, bon week-end, bonne semaine de WNBA, puis on se retrouvera vendredi prochain pour l'épisode 2. Et là, on rentre dans le vif du sujet, d'analyse des matchs, des performances, des sujets d'actualité, et ça fait que de commencer, quoi. Donc merci à vous, et puis du coup, la semaine prochaine. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.